Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau web live organisé par la Tribune. Comme vous le savez, la Tribune a initié une série de rendez-vous en région appelée La Tribune avec vous, au cours desquels nous essayons de décrypter les sujets liés à la crise provoquée par le Covid-19. Alors, on a déjà évoqué les différentes mesures financières qui ont été mises à disposition des entreprises. On a évoqué aussi comment préparer dès maintenant l'après. Mais ce matin, nous allons évoquer un autre sujet qui a été mis en exergue par cette crise, qui est la relocalisation de l'industrie en France. C'est un sujet qui a été évoqué par le ministre de l'économie Bruno Le Maire assez vite. Et c'est un sujet qui a découvert un peu le citoyen lambda en découvrant une certaine dépendance industrielle avec l'Asie. Alors pour en parler ce matin avec nous, pour évoquer concrètement ce qu'il est possible de faire, nous avons réuni également trois experts. Donc je commence par Jean-Pierre Savarino, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, également président d'une PME industrielle, Studiel. Bonjour Monsieur Savarino. Bonjour. À vos côtés, virtuellement parlant toujours, Marcel Ragny, également président d'une PME industrielle, Ragny, et ambassadeur French Fab. Bonjour, Monsieur Ragny. Bonjour. Et Lucas Canesi, le président de l'Ordre des experts comptables, PACA. Bonjour, Monsieur Canesi. Oui, bonjour à tous. Alors, peut-on réaliser l'industrie en France? Si oui, comment? Quels sont les verrous à activer? Comment favoriser le Made in France? Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Savarino, poser le cadre de ce que représente l'industrie. Donc, c'est à peu près 170 000 emplois dans la région et 13% du PIB. Pour les Alpes-Maritimes, quel est un peu le cadre industriel? Alors, pour les Alpes-Maritimes, c'est un élément très important de nos activités. Aujourd'hui, au niveau de l'industrie, la part de l'industrie, c'est plus de 4 330 établissements. Ça représente 37 000 emplois directs et 98 000 emplois au total, ce qui est relativement important puisque ça donne 25% du PIB du 0,6. Aujourd'hui, c'est une richesse de 12,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui fonctionne bien, qui fonctionne, je dirais, d'une façon très active et qui représente le quart des activités de notre territoire. C'est un élément majeur de notre territoire aujourd'hui et on travaille dans, bien sûr, tous les domaines industriels, essentiellement sur des activités, je dirais, des activités informatiques, des activités chimiques, des activités qui touchent, je dirais, le monde industriel. On n'a pas bien sûr de hauts fourneaux dans notre région, hein, donc on n'est pas dans l'industrie lourde, mais nous avons beaucoup d'activités qui touchent à cette démarche-là. Donc on a un impact très fort sur ce secteur-là et bien sûr, quand ce secteur-là fonctionne, une partie aussi de l'économie locale fonctionne bien. Alors, merci pour avoir posé ce cadre. Peut-être avant de passer à la comment relocaliser, peut-être qu'est-ce qui a poussé à cette délocalisation galopante finalement? Quelles sont les raisons? Alors peut-être, on va continuer avec vous, puis poser ensuite la question à Monsieur Ragny. Alors, mon avis dans cette délocalisation, mais elle remonte déjà à un certain nombre d'années, hein, donc il faut reconnaître que dans les années 2000, se posait la question d'une part du coût de production qui devenait de plus en plus lourd et d'une part du renouveau des activités industrielles et des moyens industriels à mettre en œuvre. Et on sait très bien que dans l'industrie, aujourd'hui, on a des rentabilités qui sont des rentabilités à moyen et à long terme. Donc, les investissements sont importants et les rentabilités, je dirais, tardent à venir et vont venir un petit peu, je dirais, dans la continuité. Le coût de la production qui fait appel à beaucoup de main-d'œuvre est aussi important. Et aujourd'hui, on ne s'est bien sûr pas adapté à ça. On a été dans la notion de facilité, c'est-à-dire de dire on va garder les activités qui sont des activités plus faciles à mettre en œuvre, qui coûtent moins en moyens humains et qui permettent d'avoir des investissements moins importants. C'est comme ça que petit à petit, l'industrie s'est étiolée, elle est partie à l'extérieur et on a été en dépendance au total. Et quand on regarde aujourd'hui notre dépendance vis-à-vis de la Chine, par exemple, c'est énorme puisqu'on est passé dans des ratios de 20-25%, aujourd'hui à 80% sur certaines activités. Et là, ça devient totalement inadmissible et surtout insupportable. On s'en rend malheureusement bien compte aujourd'hui vis-à-vis de cette crise qui nous atteint. Donc, on a vraiment repensé totalement la démarche, je dirais, de nos industries et regarder aussi nos points stratégiques parce qu'on s'est rendu compte qu'on a tout laissé, y compris les éléments stratégiques. Le seul point qu'on n'a pas laissé, c'est, on va dire, l'aéronautique et la défense.
Mais pour tout ce qui est de tout le reste de l'industrie, on a tout laissé partir. Et aujourd'hui, il y a vraiment de la réflexion à faire sur ce sujet. Marcel Rally, pareil, même question, en sachant que vous fabriquez en France, donc voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à garder quand même de la production en France en sachant tout le contexte que vient d'expliquer Jean-Pierre Savarino? Alors, nous, on était au départ, on était sur de la ferronnerie, donc c'était très, très, très local. Et puis, quand on a démarré l'éclairage public, on a commencé à travailler nationalement et puis internationalement. Et ce côté French design ou French fab ou la French touch, en tout cas, nous a servi quand même malgré tout. Et donc, on a continué à produire en France. Et comme on est, pour tous ceux qui ont dirigé la Société Rani des autodidactes, on n'avait pas une fibre financière, on avait une fibre vraiment industrielle. Et donc, on est resté sur le territoire. Mais on est resté sur le territoire un petit peu par conviction et puis parce qu'on y est bien et on s'est battu pour pouvoir rester compétitif. Donc, bien entendu, on a évolué avec le temps et on a fait appel à des industries qu'on ne trouvait plus en France et même pas en Europe, puisque quand on se servait en Italie ou en Espagne, aujourd'hui, il y a certaines pièces qu'on est obligé d'acheter en Chine parce qu'on ne trouve plus rien sur le territoire. Mais c'est certain qu'on on a été presque contraint et forcé d'y aller. Et alors que je pense que parce que on a empêché certaines industries lourdes. On parlait Jean-Pierre parlait de hauts fourneaux. Bien sûr qu'on n'a plus de hauts fourneaux, mais moi j'ai connu l'industrie lourde quand il y avait encore des fonderies aux alentours de Nice, à côté de l'Ariane, et avec qui on travaillait et qui ont disparu parce que la réglementation, parce que la pollution, parce que l'industrie c'était sale et il fallait écarter ce côté polluant. Et donc, on est allé polluer ailleurs avec des produits qu'on est obligé d'utiliser encore aujourd'hui. Donc, pour nous, la conviction, et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis engagé dans la French Fab, c'est parce que je suis persuadé qu'on a les moyens et le savoir pour réindustrialiser la France. Mais il faut bien entendu des aides de l'État, mais pas obligatoirement des aides financières. Je dirais des aides de facilité d'agir, des facilités à construire une industrie, de facilité à reprendre une production sans mettre des bâtons dans les roues et en les aidant au contraire à lisser leur chemin devant eux pour pouvoir bâtir plus vite et relancer une économie. Lionel Canesi, un point de vue du coup expert comptable de comment vous voyez-vous cette délocalisation s'être reproduite dans les entreprises? Déjà, je pense qu'il va falloir qu'on travaille sur la simplification. Comme le disait Marcel, on a un pays trop administratif. Moi, je pars du principe qu'on a en France les meilleurs entrepreneurs du monde parce que quand un chef d'entreprise réussit en France avec toute la complexité administrative par rapport à ses concurrents dans le monde, il faut une sacrée dose de savoir-faire, d'énergie. Donc, je pense que la priorité, ça va être ça. On ne peut pas dire à un entrepreneur qui a un projet de création d'usine, d'entreprise, vous n'avez pas le formulaire P223 en 250 pages, on va vous répondre dans 6 mois, ce n'est pas possible. Il faut qu'on aille droit au but. Et je crois que la crise doit nous apprendre ça. Il va falloir qu'on tire des enseignements sur ce qu'on veut, sur ce qu'est l'indépendance au niveau de la production. Est-ce que c'est normal que tout ce qui est production médicale soit fait en Chine? Est-ce que c'est normal? Voilà, je crois qu'on a laissé pour sacro-saint coût de production aller trop de production vers l'étranger. Il va falloir qu'on se repose des questions sur le produire local, sur le consommer local. Je crois que c'est voilà, l'enseignement de la crise va être à ce niveau-là. Et notre rôle aujourd'hui d'expert comptable, c'est d'essayer déjà de décrypter l'ensemble des textes actuels qui sont d'une complexité et puis qui changent tout le temps pour permettre à nos entreprises de passer cette crise et puis derrière de préparer la reprise parce que c'est ça qui est important, pouvoir préparer sereinement la reprise et se préparer à ce que notre pays reparte avec une croissance, avec une économie qui fonctionne, mais à mon avis avec du local parce que c'est ça qui sera le plus important. Alors, une question, est-ce qu'on peut tout relocaliser en France? Ou est-ce qu'il y a des filières qui sont prioritaires et par lesquelles il faudra peut-être les premières à mettre en avant ou les favoriser? Jean-Pierre Savarino?
Alors, bien sûr, je ne pense pas que tout est possible en relocalisation, mais aujourd'hui, il y a quand même un ensemble de points qui ressortent, ne serait-ce que déjà sur les éléments stratégiques. Aujourd'hui, on parlait de santé tout à l'heure, c'est un point dur. Vous savez qu'aujourd'hui, on est hyper dépendant dans le domaine des pièces électroniques, des pièces mécaniques, des pièces automobiles. Donc, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut réfléchir. Regardez l'informatique aujourd'hui, toute la partie hardware, elle est quasiment toute fabriquée en Chine. Aujourd'hui, avec des moyens tout à fait adéquats, on peut très bien le faire au niveau français ou au niveau européen, hein, pour rapprocher un petit peu. On peut penser Europe aussi, on n'est pas obligé de penser uniquement franco-français. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de capacités à remettre en œuvre. Ce qui manquait, et on en parle, on en est tous conscients, c'est adapter et surtout s'occuper d'une véritable industrie, c'est-à-dire que abaisser les coûts de production. Donc là, le principal coût de production, c'est quand même les salaires et les charges qui tombent sur les entreprises. Quand, je ne vais pas l'apprendre au président des experts comptables, mais quand vous voyez les centaines de taxes qu'on prend au niveau des entreprises pour pouvoir faire une activité industrielle, c'est quand même anormal. Et aussi avoir un plan qui tient en compte des spécificités de l'industrie. La spécificité de l'industrie aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur des marchés à moyen terme et à long terme. On ne travaille pas sur du marché du court terme. Et à partir de ce moment-là, ça demande des investissements. Alors, on ne demande pas, les industriels ne demandent pas de se prendre des subventions. Ce qu'ils demandent, c'est d'avoir un système qui fonctionne et qui leur permette d'investir et qui leur permette de les accompagner dans le développement. Et ils prendront leurs risques. Je dirais, les industriels, ils sont là pour prendre des risques. Ils sont là parce que ce sont des gens tout à fait, je dirais, cohérents et conscients des difficultés. Mais pour le faire, il faut que le système qui nous entoure et donc tout le processus y suive. Aujourd'hui, on a une rupture entre la volonté de pouvoir entreprendre et en même temps la capacité à réaliser, parce que les éléments contraints que nous avons autour de nous et qui sont totalement changeants, hein, donc là aussi c'est une véritable problématique, le changement constant des directives et des règles fait, et puis ne parlons pas de la normalisation et des contraintes, je dirais, de ce côté-là. Par rapport à tout ça, ça nécessite trop de réflexion, trop d'handicap, ce qui fait qu'on va vers la facilité, c'est-à-dire qu'on renonce et on fait autre chose, ou on le fait ailleurs. Marcel Ragny, même diagnostic? Moi, je dis que vraiment, je fais du cocorico toute l'année, depuis des années, donc je maintiens qu'on a la meilleure main-d'œuvre du monde. Parce que pour être allé dans différents pays et avoir vu certaines fabrications, là où nous, avec notre 5 heures, on arrive encore à produire à des prix relativement compétitifs. On n'est pas les moins chers, mais en fait, de toute manière, la politique du moins cher n'est pas la meilleure des politiques. Et donc, je suis persuadé que notre main-d'œuvre est prête et qu'elle ne demande que ça. On a créé du chômage en délocalisant les industries. On le voit avec cette entreprise qui était fermée, qui fabriquait 200 millions de masques en Bretagne et qu'aujourd'hui, on va peut-être réouvrir pour pouvoir reproduire en France. Donc, ça veut dire que c'est faisable pour des masques et c'est sûrement faisable pour autre chose. Moi, dans mon domaine de l'éclairage, aujourd'hui, j'utilise de la LED. La LED est fabriquée en Chine. Il y a les filières pour s'approvisionner, ça vient de Chine, les modules électroniques aussi. Et je dis pourquoi ne pas rétablir une filière, ne serait-ce qu'européenne, voire nationale, pourquoi pas, puisque c'est soit la Chine, soit les États-Unis. Et on n'a pas de choix. On n'a pas de choix, donc on n'a pas de choix parce que les fournisseurs principaux sont des grands groupes internationaux et qui, eux, vont toujours vers le plus simple et le moins cher. Et bien entendu que la main-d'œuvre chinoise, quand on voit tous ceux de la région de Huyang qui sont repartis travailler et quand on voit dans quelles conditions ils repartent et dans quelles conditions ils travaillent, puisque moi j'ai eu l'occasion d'aller en Chine et de voir des usines colossales avec des immeubles à côté, des épiceries et tout était en autarcie et tout se faisait. Bien sûr que ça ne coûte pas cher tout ça, mais ce n'est pas une vie. Et je dis que pour pouvoir relancer l'économie et relancer l'industrie, il faut penser humain et penser un petit peu plus à nous. Vous savez, mon grand-père avait toujours une phrase qui m'est restée dans la tête depuis des années, c'est que d'abord on donne à ses enfants, après à ses neveux et s'il en reste un petit peu à ses voisins. Nous, on a fait l'inverse. On a donné aux voisins pendant des années et on a vu l'industrie s'en aller. Je me souviens toujours quand je suis allé en Pologne
il y a une quinzaine d'années, j'avais vu un bâtiment magnifique et j'avais demandé au chef d'entreprise comment il faisait pour investir autant d'argent. Il m'avait répondu, toi, tu payes des impôts et moi, on me donne de l'argent. Et je dis qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être un petit peu plus, alors pas donner de l'argent à l'industriel, mais lui en enlever un peu moins, que les investissements de l'industriel soient récompensés. Un petit peu comme je vous disais hier, avant l'émission, dans notre discussion, comme quand on allait à l'école, vous savez, la récompense du bon point, et 10 bons points, c'était une image. Eh bien, je dis qu'aujourd'hui, l'industriel, quand il investit, qu'il s'agrandit, on le punit. On lui donne des impôts supplémentaires, on lui donne des taxes supplémentaires, il crée une holding, on le fait payer on fait payer des taxes sur les salaires. C'est un truc, c'est complètement fou d'aujourd'hui d'embaucher des gens, les payer, et comme on a embauché des gens, on est puni, on paye des taxes sur les salaires. C'est incompréhensible pour moi, petit chef d'entreprise pragmatique. J'arrive pas à comprendre cette politique de taxation systématique sur celui qui s'investit et qui investit. Celui qui est passionné et qui construit, on devrait le récompenser. Or, aujourd'hui, on a tendance, à chaque fois qu'on construit ou qu'on investit, on a tendance à penser qu'on va prendre une nouvelle punition. On fait un nouveau bâtiment, on nous parle d'abord d'impôts avant d'avoir fait le bâtiment. Pour faire une ouverture d'un bâtiment, c'est énorme. Vous parliez de normes tout à l'heure, c'est colossal. On ne sait jamais ce qu'il faut faire. Donc, alors que chez les autres, ça va très, très vite. Vous allez aux États-Unis, alors ce n'est pas le meilleur des exemples en termes d'humains, mais en tout cas, vous allez aux États-Unis pour ouvrir une usine, il faut 15 jours. Vous décidez de louer un bâtiment, vous sortez du bureau, vous avez les clés. Donc, tout est rapide. Et après, l'administratif, c'est fait. Mais la récompense est au bout chez l'industriel américain et dans bien d'autres pays. Chez nous, la récompense, c'est la taxation et la punition. Donc, quelquefois, il y en a certains qui se lassent et qui se disent, eh bien, on va ouvrir un bureau, on va mettre quelques administratifs pour gérer tout ça, et puis on va faire un grand bâtiment de logistique et on fait rentrer du matériel qui vient d'ailleurs. Et moi, dans mes concurrents, j'en ai déjà qui le font. Lionel Cadesi, une réaction par rapport à ce qui a été évoqué, notamment sur les normes et les taxes? Et je pense que c'est un sujet capital pour notre pays. L'État va devoir se recentrer sur l'essentiel. Je crois que ça doit être une des leçons de la crise. Et puis, moi, je vais relancer l'idée que j'avais mise l'an dernier dans le journal La Tribune, celle du ministère des TPE-PME. Il faut que dans notre pays, on ait un véritable ministère en charge de ces entreprises. On ne peut pas concevoir d'avoir les mêmes normes pour une multinationale de 400 000 personnes et puis pour l'industriel de 30, 40, 50 personnes. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on adapte dans notre pays les règles en fonction de la taille des entreprises. C'est des emplois, c'est TPE-PME, c'est des emplois de proximité, c'est des emplois non délocalisables. C'est ce qui fait quelque part la vie aussi de notre pays, de notre région. Donc, il faut qu'on ait ce ministère, à mon avis, avec une compétence vraiment transversale, à la fois sur les normes, sur le social, sur le fiscal, sur tout ce qui fait que l'entreprise doit pouvoir fonctionner. On ne peut pas avoir la même taxation et les mêmes normes pour la petite et la très, très grosse entreprise. Donc, il faut qu'on s'adapte. C'est du pragmatisme, mais malheureusement, dans notre pays, on pense qu'on doit avoir la même règle pour tout le monde, ce qui crée des freins absolument extraordinaires pour les entreprises. C'est là qu'il faut qu'on soit fort. Et il faut aussi qu'on aille, à mon avis, vers la décentralisation. Notre pays a cette tendance à ce que tout parte de Paris, tout se décide de Paris, mais la véritable énergie, elle est dans les régions, elle est dans nos départements, elle est dans nos métropoles. Et c'est là qu'il va falloir qu'on mette vraiment de l'énergie, parce qu'on sait chacun de nous l'énergie de notre territoire et comment la faire fonctionner. Voilà, je crois que c'est par là qu'on arrivera à s'en sortir, en ayant du bon sens, de la simplification et de la proximité. Alors, vous avez tous évoqué le fait qu'on avait une main-d'œuvre qui était bien en France, mais est-ce qu'on a les compétences pour réindustrialiser? Est-ce qu'il n'y a pas justement des manques, puisqu'on a laissé partir certaines industries ou certains métiers? Monsieur Savary. Si je peux me permettre. Moi, je suis totalement persuadé aujourd'hui, comme Marcel, que nous avons toutes les compétences et le capital humain de haut niveau concernant la formation. Nous avons, bon, d'une part, des écoles de formation de très haut niveau, nous avons des ingénieurs et des techniciens, je dirais, qui sont très compétents, qui sont reconnus dans le monde entier. Vous le disiez, c'est qu'aujourd'hui, on vient nous les chercher chez nous pour qu'ils aillent à l'étranger, il ne faut pas l'oublier. Donc, concentrons-nous sur notre savoir-faire.
Nous avons une diversité des activités aujourd'hui qui est exceptionnelle. Je prends sur le territoire du 06, nous avons beaucoup d'activités très innovantes dans différents domaines. Le domaine industriel en fait partie. C'est un domaine extrêmement, on va dire, mobile, actif. Nous avons beaucoup de capacités aujourd'hui. La seule chose, c'est de concentrer les moyens, d'avoir des règles qui nous permettent de bien fonctionner et de valoriser notre valorisation humaine, donc tous nos acteurs, tous nos salariés et toutes les personnes qui peuvent nous aider, tout ça avec des règles économiques adaptées. Aujourd'hui, on a des systèmes qui ne sont pas adaptés à nos activités. Et c'est ça, c'est le véritable souci, il se trouve à ce niveau-là. Et on a un autre souci aujourd'hui au niveau de nos activités, c'est qu'on a une grosse cassure entre les très petites TPE et les grandes entreprises. Aujourd'hui, tout le domaine des ETI et tout le domaine des entreprises moyennes n'est pas suffisamment supporté. Ce qui fait que quelque part, on a une fragilité à ce niveau-là, que dès qu'il faut passer un seuil de production, dès qu'il faut passer un seuil d'activité, à un moment donné, se pose la question, est-ce qu'on est capable de le traiter? Parce qu'on a un problème de moyens et de surface et de structure financière et économique. Donc là, à partir de ce moment-là, on a quand même des réflexions majeures à mettre en œuvre et je crois que les pouvoirs publics peuvent nous y aider. Et ce qu'on leur demande, c'est de nous accompagner et surtout de ne pas nous pénaliser, de ne pas complexifier encore aujourd'hui tous les éléments que nous avons déjà au quotidien à résoudre. Et là, peut-être que la crise, du moins on peut l'espérer, peut avoir un côté bénéfique, du moins dans la réflexion, du moins dans l'application après des textes et surtout de l'adaptation de ces textes. Lionel le disait parfaitement, aujourd'hui, on a exactement les mêmes règles pour tout le monde. Et on a, pour l'ensemble des sociétés, des contraintes tout à fait différentes. Vous ne pouvez pas comparer une TPE et aujourd'hui un grand groupe industriel. Ça n'a rien à voir en termes de fonctionnement. Ça n'a rien à voir en termes d'activité et en termes de fragilité. Donc, beaucoup de réflexions sont à mener. Bon, je crois que la Chambre de commerce et d'industrie sera là pour apporter ces thématiques, l'union patronale aussi certainement, et les organismes professionnels et les branches professionnelles vont certainement nous y aider là-dessus, mais on a vraiment un gros travail à faire de positionnement, de crédibilité et surtout de mettre en face les mesures qui permettent de laisser travailler. Parce qu'aujourd'hui, on ne manque pas d'idées, on a une filière d'éducation, je dirais, qui est quand même reconnue. Nous avons des gens qui ont envie de travailler en France, on n'a pas que des feignants, on a beaucoup de gens qui veulent travailler, qui veulent s'investir. Maintenant, il faut leur en donner les moyens. Et pour cela, beaucoup de transformations fonctionnelles sont à mettre en œuvre. Moi, je suis persuadé qu'on peut y arriver, mais il faut qu'il y ait la volonté de tout le monde. Marcel Ramy? La première des volontés, elle doit venir du ministère de l'Industrie, puisque je dis qu'à la Chambre de commerce et de l'Industrie, on a un industriel qui est à la tête et qui a des idées d'industriel, donc c'est plus facile pour un industriel d'avoir les bonnes idées pour l'industrie. Et je dis qu'au ministère, il devrait y avoir aussi un industriel, qui soit petit ou gros, mais on s'en fout, mais en tout cas quelqu'un qui parle d'industrie et qui connaisse l'industrie, enfin l'industrie et le travail. Aujourd'hui, on a des millions de chômeurs qui sont alimentés par des caisses et on voit bien les restaurants du cœur depuis 1986, ils sont là pour nourrir des gens qui ne trouvent pas de travail parce qu'il n'y a pas d'industrie. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? Et on fait des dons dans des pays externes pour les aider. Et bon, tant mieux parce que c'est honorable. Mais au-delà de ça, on a quand même oublié qu'on fait rentrer de la main-d'œuvre à bas coût qui viennent de Roumanie, qui viennent de tous ces pays de l'ex-Yougoslavie, parce que dans leur pays, ils gagnent 200 € et en venant ici, ils gagnent 1500 €. Ils vivent dans une caravane ou dans un studio à plusieurs et puis ils rentrent tous les 3 mois voir leur famille et chez eux, ils construisent leur maison. Et je dis que l'économie, ce n'est pas ça. Je dis qu'on doit pouvoir empêcher, il faudrait harmoniser. Je vais peut-être un peu plus loin, mais aujourd'hui, on a l'Europe, mais on a une Europe qui ressemble un petit peu, qui est faite un petit peu comme les États-Unis, mais tous les États n'ont pas les mêmes règles. Donc, vous avez des pays avec un SMIC à 200 € et puis vous avez des pays avec un SMIC à 1400 € brut ou 1300 € brut. Et donc, bien entendu, pour un Roumain qui vient en France, sur l'industrie ou dans le BTP ou n'importe quoi,
n'importe quel métier, et bien, quand il rentre tous les 3 mois, il ramène un salaire qui fait 3 fois celui qu'il aurait gagné. Et bien entendu que le Français n'a pas envie de travailler pour ce prix-là, puisque lui, il vit en France et il a un loyer en France et il a sa famille en France. Donc, pour subvenir avec 1 200 € par mois, et une femme et 1 ou 2 enfants, un garage d'une voiture, payer des assurances, tout ça, c'est invivable. Autant rester au chômage, puisque ce n'est pas rémunéré. Alors que la main-d'œuvre à bas coût, elle n'a pas tout ça. Elle est quelquefois logée par celui qui le fait venir et tout ça. Il doit y avoir des règles qui doivent être établies pour éviter cette concurrence déloyale et redonner un petit peu du cœur à l'ouvrage à nos concitoyens qui cherchent du boulot, mais qui veulent pouvoir travailler pour vivre et être rémunérés à la juste valeur du travail qui est fait. Regardez, aujourd'hui, vous avez des gens qui ramassent les poubelles la nuit pendant que nous, on est en confinement, on se plaint de rester en confinement à la maison, mais il y a des gens qui sont dehors et qui ramassent nos poubelles. Et combien ils sont payés, ces gens-là? Comment ils sont rémunérés? C'est redonner de la valeur et du sens au métier et redonner de la valeur et du sens aux entreprises qui vont pouvoir recréer une économie forte. C'est ça que je sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est dans ce sens-là que on doit agir au plus haut niveau. Hélène Cavesi, j'imagine, plus haut niveau, c'est de là que tout doit commencer. Parce que le ministre de l'économie l'a dit, il faut relocaliser. C'est bien, c'est un sujet que les industriels ont pris à bras-le-corps depuis des années déjà, mais il faut que ce soit suivi des faits concrets. Parce qu'il y a des verrous, on l'évoque là, qui sont bien réels en tout cas. Déjà, il va falloir qu'on remette le sens de la valeur travail au centre du jeu. C'est ça qui est important. On ne peut pas être rémunéré autant en ne travaillant pas qu'en travaillant. Donc, c'est là où l'État aussi va devoir faire des choix. Et puis, le fait de relocaliser des industries va permettre aussi de baisser le chômage et de redonner du travail, parce que c'est par le travail aussi qu'on a un lien social. Puis, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on lance de véritables états généraux de la formation, c'est-à-dire que les entreprises, que les industriels se mettent autour de la table avec l'éducation nationale, avec les écoles, et qu'on définisse pour les 10 ans à venir quels sont les besoins que l'on va avoir en termes de main-d'œuvre dans les territoires et qu'on forme les gens au métier. Aujourd'hui, on forme beaucoup de gens sur des métiers qui n'existent plus ou des métiers qui n'embauchent pas. Donc, si c'est pour former des chômeurs et avoir un super système éducatif pour former des chômeurs, ça ne sert à rien. Et à côté de ça, on a des pénuries de main-d'œuvre dans beaucoup d'activités. Donc, si on peut être pragmatique et mettre en adéquation en fait cette offre et ses besoins, on arrivera à avancer. On a de très bonnes écoles, on a des gens qui sont formés, qui peuvent devenir les meilleurs peut-être dans leur domaine dans le monde, mais on ne les met pas en adéquation. Donc, je crois qu'un des enjeux vraiment, ça va être celui-là. C'est relocaliser en Europe une grande partie de notre production et puis faire en sorte que la main-d'œuvre française et européenne soit formée aux métiers dont on va avoir besoin. Et puis, il va bien sûr aussi falloir aller vers une harmonisation fiscale et sociale européenne. On ne peut pas avoir de concurrence à l'intérieur, une concurrence aussi forte à l'intérieur d'un espace économique comme l'Europe. On ne peut pas avoir des salaires qui sont divisés par 3 d'un pays à l'autre. Ça crée à l'intérieur de l'Europe, qui doit justement être une fédération de pays unis économiquement pour essayer de lutter, parce que la France, si on caricature un peu, c'est un village chinois. Quand on voit la province là, de Hubei, Wuhan, avec 30, 40, 50 millions d'habitants, on voit bien que si on n'est pas tous unis au niveau européen, on n'arrivera pas à s'en sortir face à la concurrence de la Chine, de l'Inde ou des États-Unis. Donc, c'est là où il faut qu'on ait un grand plan aussi européen de relocalisation des industries, de formation des collaborateurs et des travailleurs, et aussi de politique salariale, parce qu'il faut aussi qu'ils puissent vivre de leur travail, et c'est ça qui est très important. Est-ce que la réponse, elle est plus européenne que française? Elle est déjà européenne. En tout cas, ça doit partir de l'Europe. Cette harmonisation doit être obligatoire pour mettre un frein autour de nos frontières et protéger notre vieille Europe en la redynamisant. Et bien entendu qu'elle doit venir d'une part de l'Europe, mais il faut un acte fort de la part de nos élus nationaux et avec une espèce de lobbying de leur part
sur le fabriqué local ou sur le fabriqué français, en tout cas sur le fabriqué européen. Aujourd'hui, on a tout et n'importe quoi sur Internet et on fait rentrer n'importe quel produit, il n'est pas taxé. Mais par contre, quand on fait de la vente à l'export, on s'aperçoit que les frais de douane et la taxation dans certains pays est énorme. Donc, vous savez, ça me fait penser quand au début du confinement en Italie, la frontière italienne, elle était fermée. On ne pouvait pas rentrer. Par contre, les Italiens pouvaient sortir. Et bien aujourd'hui, dans l'économie et dans l'industrie, il se passe la même chose. Quand on produit en France, on n'arrive pas à envoyer du matériel assez facilement. On y arrive, hein, puisque je fais quand même 20% d'export. Mais il y a quand même des difficultés à le faire, alors que pour faire rentrer tout et n'importe quoi sur notre territoire, il y a une frontière et tout est ouvert. Ça se fait avec une facilité déconcertante. Donc, c'est contre ça. On a eu la crise des gilets jaunes. Regardez les gens qui manifestaient et qui avaient des gilets jaunes sur leur tableau de bord. Certains roulaient en Kia, en Hyundai, en voiture étrangère. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut revoir une politique nationale pour pouvoir redonner une force et une valeur à notre industrie, mais il faut aussi avoir une politique de lobbyiste, un petit peu comme l'avait fait Obama quand il y avait eu la crise de 2008 et qu'il a dit aux Américains d'acheter Chrysler parce qu'il fallait relancer le groupe Chrysler et ils achetaient des voitures américaines. Et je dis qu'il faut faire faut avoir un parler franc. Si on veut vivre, il faut acheter. En France, je suis allé faire les courses l'autre jour, on parle aux informations que les maraîchers souffrent parce qu'ils sont obligés de jeter leur culture. Et je suis allé à Carrefour et j'ai vu qu'il n'y avait que des légumes espagnols. Je ne sais pas, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On ne peut pas regarder mourir nos maraîchers ou nos paysans ou nos industriels et continuer à aller acheter du matériel ou des fruits et légumes qui viennent de pays étrangers. Donc, c'est faire aussi vers les citoyens et vers la population qu'il faut avoir un discours fort là-dessus. Jean-Pierre Savarino, même Oui, alors moi, ce que je constate, c'est que, bon, avant la crise, là, nous avions des actions qui étaient menées sur la partie industrie, hein, donc le territoire d'industrie, tous ces éléments je dirais, qui nous permettent de mettre en valeur l'industrie du territoire. Pour l'instant, on est plutôt dans la communication. Il faudrait plutôt se tourner de plus en plus vers l'action. Et dans l'action, c'est prendre des mesures. Donc, passons d'un stade de réflexion où c'est qu'on se dit l'industrie a un positionnement majeur pour pouvoir relancer les activités, pour être une solution vis-à-vis d'un certain nombre de chômeurs, de la reprise économique, mais mettons en action, arrêtons de se faire plaisir en disant ouais, c'est super, on a des activités industrielles, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Aujourd'hui, on a une capacité de diversification extraordinaire. Donc, faisons en sorte que cette capacité de diversification, eh bien, il faut l'enrichir, il faut lui donner plus d'éléments. Moi, j'ai toujours pensé que dans une société, ne pas faire le même produit, c'était quelque part pérenniser la société, c'est-à-dire ne pas avoir les mêmes clients, ne pas avoir les mêmes fournisseurs. Donc, il y a la diversification qui est essentielle. On a la capacité de faire, mais mettons en place faisons sauter les blocages, tel que disait Marcel aujourd'hui. C'est vrai que quand on veut se tourner vers l'export, eh ben, aujourd'hui, pour nos PME, c'est un parcours du combattant, quoi. Essayer d'aller faire de l'exportation, aujourd'hui, c'est difficile. C'est pas simple. Et par contre, vous avez besoin d'avoir une certaine taille. Et si vous n'avez pas cette taille et avec des structures qui vont bien, ben vous vous heurtez à des difficultés. Vous n'avez pas le temps nécessaire pour vendre vos produits. Donc, tout ça, c'est lié. Alors, il y a une prise de conscience. Moi, je suis prêt à le reconnaître. Hein, on en discute au niveau du ministère. Il y a des choses qui sont en train d'être prises en compte. Mais par contre, de grâce, mettons en place des actions factuelles, pragmatiques, efficaces, avec des temps de retour relativement rapides et simplifions, quoi. On parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup de choses comme ça dans les entreprises. Il faudrait déjà que nos éléments qui nous entourent ils soient agiles et qui nous permettent d'être dans des capacités de développement sans réfléchir au quotidien si c'est possible, si ce n'est pas possible, si la législation le permet, etc. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui,
c'est un véritable casse-tête. On demande aux industriels d'être en même temps des bons gestionnaires, en même temps des gens qui savent analyser toutes les contraintes économiques, qui connaissent toutes les règles commerciales au niveau du monde. Enfin, je dirais que ça demande beaucoup de choses, beaucoup trop de compétences et beaucoup de difficultés pour que la force, je dirais, qui habite ces industriels, qui sont vraiment des entrepreneurs, parce que s'il y a bien un métier aujourd'hui on ne peut pas critiquer dans le terme d'engagement, c'est l'industrie. L'industriel, il est capable de s'engager. Il le fait au quotidien parce que c'est l'exigence. Et en plus, il a des règles. En plus, il travaille suivant des projets, il travaille suivant un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout et n'importe quoi. Ça ne part pas dans tous les sens. Par rapport à ça, de grâce, mettons en place ce qu'il faut. Alors nous, on est prêts et je crois que l'ensemble des participants aujourd'hui sont prêts à donner des avis, à orienter. Je crois qu'on a la possibilité de le faire. Moi, je remonte régulièrement au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie et au niveau de CCI France des informations vis-à-vis du ministère. Alors, c'est bien perçu, c'est bien accueilli. On aimerait bien que le retour soit en conséquence des efforts que l'on fournit. Que ce soit suivi d'effet. Dans ce que vous venez de dire les uns et les autres, alors je rebondis à la fois sur une remarque qu'a fait Marcel Rani au début de notre émission, en disant, on a parlé d'usine. Et c'est aussi lié peut-être à l'image de l'industrie, puisque ce que vous disiez, M. Savarino, tout à l'heure, c'est que l'industrie est plurielle. Néanmoins, dans l'état d'esprit du citoyen, c'est effectivement plutôt de l'industrie lourde et c'est surtout de l'industrie souvent perçue comme polluante. Comment demain, si on veut relocaliser l'industrie en France, comment faire accepter qu'il y ait des usines qui se créent à côté de chez soi? Parce qu'il y a aussi peut-être, alors c'est pas du coup du côté de l'État, hein, c'est du côté du grand public, mais comment faire accepter qu'il y ait des usines qui se créent? Et bien faire comprendre qu'une usine n'est pas forcément besoin, parce que même pour faire un t-shirt, on a besoin de l'industrie. Il faut enlever les images des aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on n'a pas des cheminées. Je dirais, chaque fois qu'on construit un bâtiment industriel ou semi-industriel, il n'y a pas de la pollution, il n'y a pas un environnement, je dirais, qui subit des agressions. Il faut arrêter ça. Hein. Il y a des exemples. Hein. Vous avez une principauté à côté de chez nous qui se permet de mettre des industriels dans des immeubles. Hein. Et quand vous passez de l'extérieur, vous ne voyez pas qu'il y a des industriels qui travaillent au quotidien dans des ateliers, etc. Donc, il faut être conscient que les capacités techniques aujourd'hui nous permettent d'aborder une industrie propre, une industrie efficace, et dans un environnement, je dirais, tout à fait adéquat et qui ne pollue pas et qui permet d'avoir, je dirais, des activités tout à fait rentables. Donc, il faut arrêter. Bon, il y a de la communication à faire, certainement. Il y a de l'explication, il y a de la pédagogie à mettre en œuvre. Il y a aussi à mettre en valorisation les filières. Aujourd'hui, quand vous faites de l'alternance ou je dirais au niveau des jeunes d'apprentis, quand vous les mettez dans un monde industriel, ils ont l'impression que c'est une punition. Alors qu'au contraire, ce sont certainement les salaires qui sont le plus valorisants au niveau aujourd'hui que l'on peut trouver dans l'offre d'emploi. Continuons à valoriser ces filières de manière à ce que ces filières elles puissent avoir petit à petit retrouver la position. Aujourd'hui, la faiblesse de la France, telle qu'on l'analyse, elle est concomitante à la faiblesse, je dirais, au déclin de l'industrie. Si vous regardez les chiffres, si vous regardez sur les 20 dernières années, quand l'industrie commence à faiblir, eh bien, les résultats globaux des activités au niveau du PIB, je dirais, national, ils faiblissent. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est lié étroitement à cette activité industrielle qui, bien sûr, va se transformer, mais qui, bien sûr, va trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles façons de travailler. Et ça, ce sont des règles de la modernité. On va changer aujourd'hui de métier tous les 3 ans ou 5 ans. Donc, je dirais, ça n'a rien d'exceptionnel. Trouvons les méthodologies qui nous permettent de faire cet accompagnement-là. Nous, ce que je souhaite, moi, c'est que le dialogue s'ouvre et surtout qu'on soit sur des éléments concrets, des actions concrètes. On ne va pas tout faire en même temps, mais on le fait de façon progressive et on met en place, en tenant compte des besoins des industriels, des besoins des activités, je dirais, qui entourent les contraintes de l'industrie. Et on aura certainement des capacités à faire rapidement la mise en œuvre parce que les gens sont prêts. Les industriels, ils sont prêts à s'investir, ils sont prêts à fonctionner. Marcel Rani, vous qui êtes en plus ambassadeur French Fan, donc qui est justement le rassemblement des industriels pour porter une industrie qui soit made in France. Est-ce que il y a vraiment cette image à changer? Est-ce qu'elle change? Je pense qu'elle change un petit peu, mais est-ce qu'elle change vraiment?
Alors oui, cette image, elle change. Ça vient, je pense que déjà, au départ, c'est l'éducation. Vous savez, quand pendant des années, on a dit aux enfants, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu iras travailler à l'usine. Et je pense que c'était presque la punition. Moi qui ai un petit peu quelques années, voire quelques décennies de carrière, j'ai tout vécu. J'ai vécu l'industrie lourde polluante. Et aujourd'hui, j'ai une usine qui est ISO 9001, qui bientôt peut-être sera 14001. Et il y a beaucoup d'industries en France qui sont ISO 14001. Et quand on connaît les contraintes de la 14001, ça prouve vraiment que derrière, il y a du travail de fait. Il y a des filtres à particules sur des cheminées. Il y a tout ce qu'il faut pour ne pas polluer. Il y a le tri des déchets, il y a le tri des matières. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a oublié qu'en délocalisant, on a tué une économie certaine, pas uniquement sur l'industrie propre et lourde qui fait le PIB, mais regardez tous les petits métiers qui se font autour. On a cru que peut-être on allait faire que des génies et qu'il allait y avoir que des ingénieurs ou des docteurs ou des chirurgiens. Or, on s'aperçoit que ceux qui sont dans la rue et qui traînent dans la rue, c'est tous ceux que moi, quand j'étais apprenti, tous mes copains qui n'étudiaient pas à l'école, et pour certains qui ne savaient ni lire ni écrire, ont trouvé un travail dans l'industrie parce que tous ces petits métiers autour de l'industrie permettent à des gens de gagner leur argent décemment et d'avoir de l'argent propre, pas des subventions pour les faire ou pas de l'argent pour les faire, pour les nourrir et pour les faire vivre mal en plus. Moi, j'ai eu des employés dans mon entreprise qui savaient ni lire ni écrire, mais qui étaient presque des compagnons parce qu'ils se servaient très bien de leurs mains. Ils n'avaient pas l'intelligence de l'esprit, mais ils avaient l'intelligence manuelle. Et ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas demander à tout le monde de savoir écrire un livre. Donc, on a oublié on laissait sur le côté, on laissait sur le trottoir toute une population qui ne sera jamais heureuse. Et si on recrée de l'industrie en France, on va recréer des petits boulots. Vous savez, on disait, quand on passait sur l'autoroute, on disait, oh là, ces gens qui sont dans la petite guitoune et qui font payer le péage, mais ces gens-là, quand ils ont perdu leur boulot, parce qu'ils savaient faire que ça, se sont retrouvés au chômage. Et donc, on a enlevé des métiers. Alors, je ne dis pas qu'il faut remettre ça, mais en tout cas, il y a plein de petits métiers autour qu'on va chercher ailleurs et qu'on pourrait avoir en France, et pas, sans pour autant punir les gens. Ce n'est pas une punition d'aller travailler s'ils sont rémunérés pour ce qu'ils font. Et s'il y avait moins de chômeurs, il y aurait peut-être aussi moins de charges pour les entreprises, parce que la taxe chômage diminuerait d'autant. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment relancer cette économie en recréant de l'industrie. Mais pas l'industrie, parce que quand vous allez en Chine, vous roulez pendant 400 km dans un nuage de fumée. Donc la pollution là-bas, elle y est, mais ça ne fait rien. Les produits ils arrivent en France et on n'a pas pollué. Nous, on sait produire proprement. Je connais des fonderies dans le nord de la France. Ça ne sent pas la fonderie autour de la fonderie. Hein. Je veux dire, ça ne sent pas le charbon. Hein. Il y a plein de moyens aujourd'hui pour travailler proprement. J'avais des fours à peinture il y a 25 ans à gaz qui polluaient, qui consommaient énormément de gaz. Aujourd'hui, on a des fours qui consomment 3 fois moins qu'avant. Donc, la technologie aussi a évolué. Et on peut donc faire de l'industrie propre. Et puis, travailler dans l'usine. Jean-Pierre disait que c'est vrai que c'est la mode aujourd'hui de changer de métier tous les 3 ou 5 ans. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai trouvé la recette, mais en tout cas, on a une moyenne d'âge de 35 ans qui n'est pas très, très vieux, et on a une moyenne d'ancienneté de 17. Donc, je pense que les jeunes, quand ils sont bien dans les gens, quand ils sont bien dans leur métier, ils restent parce qu'ils n'ont pas l'impression d'aller travailler. Ils se sentent presque chez eux quand ils sont dans l'entreprise parce qu'ils y sont bien et parce qu'ils font des métiers intéressants et chacun à leur poste. Redonner du sens au métier et redonner du sens à l'industrie en redonnant du sens au métier, que ce soit de l'agent d'entretien jusqu'au PDG. On est tous des pions au sein de l'outil. Quand on a parlé de ça et que tout le monde est impliqué et honoré de son travail, l'industrie, elle peut repartir et les gens seront fidèles à leur entreprise. Hein. Mme Canesi, une réaction?
Oui, je pense que ce qui est capital, c'est qu'il va falloir redonner du sens aussi à tout ce qui est métiers manuels, à l'alternance. Mais contrairement à un projet de loi ou à une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps où toute l'alternance est reprise au niveau de Paris, il faut que ça redescende dans les régions et dans les régions, on identifie les besoins. Et il faut qu'on arrête avec cette intelligentsia qui pense qu'il n'y a que les métiers intellectuels qui sont nobles et que le reste, c'est du petit peuple. Non, au contraire, il y a beaucoup de métiers manuels qui aujourd'hui sont très intéressants. Et puis le témoignage de Marcel et de Jean-Pierre est quand même très important. On voit bien la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc il va falloir vraiment qu'on revalorise ces métiers. Moi j'ai des enfants. J'ai envie qu'ils aient un métier quand ils aient fini leurs écoles et pas qu'ils aient fait un bac plus 8 pour être chômeurs. Donc c'est ça qui est important, revaloriser et que les gens soient heureux dans leur travail. Ça permettra aussi d'avoir des gens qui sont installés dans la société, insérés dans la société. Et puis ça permettra aussi au pays d'avoir des gens heureux et de faire moins d'assistanat et donc d'utiliser toutes les charges et les impôts que l'on paye tous pour qu'ils soient vraiment utiles. C'est ça qui va être important, d'avoir les impôts et les charges utiles. Peut-être une dernière question. On a dans la région une plateforme qui s'appelle Team Henri Fabre, qui est près de Marseille, et qui a été créée justement pour réunir les compétences de plusieurs industriels. Est-ce que ça peut aussi être un moyen de réunir des industriels, de travailler entre industriels sur certains projets pour peut-être justement aller plus vite ou faire mieux? Est-ce que ça va répondre? Alors, moi, je dirais, en tant que fondateur de la PIM, qui maintenant s'appelle Attica, et je vous rappelle que ça date depuis 96, donc les industriels ont toujours eu un réflexe de travailler ensemble, de s'associer, de réfléchir ensemble sur des activités. Donc, dans l'industrie, je crois que c'est un élément majeur aujourd'hui de fonctionnement. Les industriels savent travailler déjà ensemble, ils savent se regrouper, ils savent se mettre ensemble pour réaliser des projets. Ça fait partie on va dire, du quotidien et de l'intérêt collectif. Donc, je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. Au contraire, toute initiative qui peut aller dans ce sens-là est bien sûr la bienvenue. Après, il faut aussi qu'elle soit un petit peu coordonnée, que ça ne parte pas, chacun ne veut pas faire son propre rassemblement de manière à ce que de temps en temps, ça soit un petit peu en phase, je dirais, et que tout ça fonctionne ensemble. Mais je suis très optimiste là-dessus parce que les industriels ont l'habitude de travailler ensemble, d'échanger et de travailler en commun sur des projets. Donc, c'est dans leur fonctionnement et dans leur gène. Donc, là, de ce côté-là, je suis très, très optimiste sur le futur parce qu'ils le font déjà, ils le feront peut-être plus dans le futur et peut-être que les sujets seront plus intéressants encore parce qu'il faudra vraiment de la remise en question et à ce moment-là, on ne pourra pas faire sans eux, sans ces réflexions collectives. Marcel, Annie? Ben, il y a déjà beaucoup d'organismes, enfin en tout cas d'associations, qui permettent aux industriels de se rassembler. Moi, pour être dans certaines, mais on a l'UIMM qui est quand même un outil pour l'industriel et un outil fort. Et en tout cas, ça permet d'avoir des réflexions d'industriels autour d'une table. La CCI, n'en parlons pas. Il y a l'UPE pour le bâtiment qui fait beaucoup de choses. Hein. C'est tous des organismes avec des réunions régulières et avec, en tout cas, des gens qui sont là pour nous informer des nouveautés ou de certains besoins. Et bien entendu, quand on est entre nous, on refait le monde, on refait le monde, mais malheureusement, ça ne remonte pas aux bonnes oreilles. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, au niveau de l'État, ils vivent leur monde et ils oublient de nous entendre. Ou ils font croire qu'ils nous entendent. Mais bien entendu, tout ça, si derrière, il n'y a pas réellement, je le disais tout à l'heure, au ministère de l'Industrie, au ministère du Travail, un vrai industriel, regardez Arnaud Montebourg aujourd'hui, il a été ministre du redressement, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement le titre. Et voilà, et bon, ben, il a créé 3 sociétés qui tournent fort parce qu'il a le bon lobbying, il connaît du monde. Et donc, bien entendu, plus on en connaît et plus on s'entraide et plus on avancera. Mais la vraie question, c'est comment recréer de l'emploi en France et comment se rendre autonome sur toutes nos productions. Si moi, demain, il y a un fabricant de LED
en France, je vous garantis que mes luminaires, même plus chers, seront faits avec des LED en France, parce que c'est tout l'intérêt c'est le circuit court. Vous avez des appels d'offres aujourd'hui internationaux où à l'intérieur, on ne tient pas compte de la pollution causée par le produit en fonction de l'endroit où il est fabriqué. Si je vends 10 000 luminaires c'est pas demain que je vais le faire, mais imaginons que demain, il y a 10 000 luminaires à mettre à Nice, eh bien, un Chinois peut les vendre parce qu'il sera 7, 8, 10 euros moins cher que moi, sachant que lui, il aura fait 50% de marge nette et que moi, en étant 8 euros plus cher, j'en aurais peut-être fait 7 ou 8. Donc, mais par contre, le bateau qui vient pour amener les 10 000 luminaires, la pollution qu'il a causée, comment on appelle ça, l'indice carbone, là. Oui. Pardon? L'indice carbone. Donc, l'indice carbone, et voilà, c'est ça que je cherchais. L'indice carbone causé par une fabrication qui est faite loin. Je sais pas, moi, quand je vais à la boulangerie, je vais au boulanger de mon quartier. Hein. Je vais pas à Marseille acheter du pain. Hein. Donc, peut-être qu'il est moins cher, mais j'ai tendance à faire marcher les petits commerces qu'il y a autour de chez moi et je fais pareil avec mon industrie. J'essaie d'abord de faire travailler des locaux et puis des régionaux et puis des nationaux et puis après, je prends ce qu'il y a où je le trouve pour pouvoir faire mes produits. Mais c'est sûr que la réindustrialisation de la France, grâce à des actions comme la PIM, merci Jean-Pierre, comme l'UIMM, comme la CCI, comme l'UPE. Moi, je suis au syndicat de l'éclairage et tous les acteurs de l'éclairage y sont et je vois qu'il y a il y a des gros acteurs comme Philips qui fait 8 milliards d'euros dans le monde et aujourd'hui, même s'il fait partie du syndicat pour la branche française, ils viennent de fermer 3 usines en France qui produisaient parce qu'ils ont trouvé la solution pour faire produire ailleurs. Donc, quand on achète un luminaire Philips, on achète un luminaire chinois ou serbe, non, ou ukrainien. Voilà. Donc, c'est contre ça qu'on doit se battre. C'est des gens qui ont profité du CICE, c'est des sociétés qui ont profité des aides de l'État que nous, petits, on a très peu utilisé, voire presque voire pas du tout pour certains. Les autres ont utilisé des millions d'euros de subventions pour soi-disant moderniser leur entreprise, mais ils ont utilisé cet argent pour délocaliser leur entreprise. Et ils ont restructuré leur force commerciale pour pouvoir inonder le monde en fabriquant dans des pays à bas coût. Et c'est contre ça qu'on doit se battre et que l'État doit se battre. Donner des subventions aux personnes qui sont, je vais dire un gros mot, mais un peu patriotiques. Alors, étonnamment, il n'y a aucune question. Le seul commentaire qu'on a, c'est tout à fait d'accord avec vous. Donc, vous avez été apparemment très complet. Merci à tous les trois. Merci à ceux qui nous ont suivis de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un prochain sujet à décrypter ensemble. Bonne journée. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.